Pendant des décennies, personne n'a jamais expliqué pourquoi le coup d'État du 1er avril 1989 a échoué. Son instigateur, le colonel Himmler Rebu, pensait contrôler la situation avec une unité d'élite prête à agir. Mais quelque chose a mal tourné. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de cette tentative de prise de pouvoir, reconstruire minute par minute ce qui s'est passé et comprendre pourquoi tout s'est écoulé. Le plus intéressant, c'est que la vérité derrière cet échec révèle bien plus qu'un simple coup d'État raté. 2 unités de commando, armées, déployées. Et selon la rumeur qui circulait dans la caserne, elles ne chassaient pas des rebelles. Elles traquaient le commandant du corps des Léopards, le colonel Himmler Rebu. L'accusation fut un véritable choc. Quelques semaines auparavant, il avait catégoriquement refusé de participer à un quelconque complot contre Prosper Avril, le général en chef de l'armée et président d'Haïti depuis septembre 1988. Il avait plaidé pour la stabilité, la retenue, pour empêcher l'armée de se déchirer à nouveau. Et voilà que, soudain, on lui annonçait que le président qui l'avait défendu avait peut-être déjà signé son arrêt de mort. Ces accusations ne venaient pas de l'extérieur. Il s'agissait de ses propres camarades de promotion, des hommes avec qui il s'était entraîné, des hommes assis à ses côtés à l'académie, des officiers comme Raoul Cédras, Philippe Biambi et Léon Scalo, un cercle soudé, forgé des années auparavant, qui se fissurait désormais sous la pression. Et cette pression s'était accrue pendant 2 à 3 mois. Réunions à huis clos, visites discrètes, disputes interminables. Le même message répété sans cesse. Avril devait partir, pas demain, pas plus tard, maintenant. Au début, Rebu a résisté à chaque fois. Il qualifiait cela d'inconsidéré, de dangereux et d'attaque personnelle. Il y voyait une vendetta orchestrée par un officier déshonoré, déjà exclu de l'armée, qui agissait désormais depuis l'étranger, tirant les ficelles et attisant le ressentiment au sein des rangs. Mais l'intrigue ne s'est pas estompée, elle s'est amplifiée. La coalition s'est resserrée. Davantage d'officiers l'ont rejointe. Les conversations ont fait place à la coordination. La coordination a engendré des attentes. Et les attentes ont donné naissance à quelque chose de bien plus dangereux, une dynamique. Même Philippe Biambi, qui s'était d'abord opposé au coup d'État à ses côtés, subissait des pressions constantes. Semaine après semaine, les mêmes officiers revenaient, redoublant d'efforts à chaque fois, cherchant à renverser les dernières pièces de l'échiquier. Puis vint le tournant. Pas dans une salle de crise, pas lors d'une réunion formelle, dans une salle de sport. Ils l'ont trouvé au centre sportif CEPEM, en plein entraînement, ignorant totalement que la situation à son sujet avait déjà évolué. Ils n'y sont pas allés progressivement, sans préparation, sans hésitation. « Tu ne voulais pas te joindre à nous », lui ont-ils dit. Mais maintenant, Avril a déjà fait son choix. 2 commandos, envoyés pour l'éliminer. Aucune preuve, aucun document. Juste l'urgence et la peur. Et c'est ce qui a fait son efficacité. Car à cet instant précis, tout a basculé. Il n'était plus question de loyauté ni de stabilité, mais de survie. Si Avril croyait réellement qu'il représentait une menace, alors la neutralité n'était plus une protection, mais une vulnérabilité. La ligne qu'il avait tracée avec tant de fermeté, pas d'instabilité, pas de vengeance personnelle, ne lui semblait soudain plus être un principe. J'avais l'impression de prendre un risque. Et la question qui restait en suspens n'était pas de savoir si un coup d'État était justifié. La question était de savoir s'il pouvait se permettre de rester sans rien faire. 3 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour le faire basculer, du dernier opposant au coup d'État à l'homme qui allait l'orchestrer. Quelques jours après, des coups de feu ont éclaté de l'autre côté de la rue. Sa voiture était criblée de balles, du moins, c'est ce qu'il a ressenti sur le moment. Pas le temps de vérifier, pas le temps de réfléchir, juste l'instinct. Il a quitté sa route, abandonnant la chaussée exposée, et se dirigeant vers Delmas 31, le cœur battant la chamade, son esprit reliant déjà les points que les conspirateurs avaient semés quelques jours plus tôt. 2 commandos, envoyés pour le tuer. Maintenant, ça paraissait réel. Quelques minutes plus tard,
Il se trouvait face à face avec Guy François, toujours en uniforme, déjà sur ses gardes, comme s'il s'attendait à ce dénouement précis. Et la réaction fut immédiate. « Tu devrais déjà être mort. » Aucune hésitation, aucun doute, juste la confirmation de la peur qui grandissait en nous. Tout s'est effondré à cet instant. La loyauté, la prudence, la retenue. Si cela était vrai, si Prosper Avril avait déjà agi contre lui, alors l'attente n'était plus synonyme de neutralité. C'était un suicide. Il a donc pris sa décision, il les a rejoints. En quelques jours, l'homme qui avait résisté pendant des mois devint le noyau opérationnel de toute la conspiration. Non pas un participant, mais un instigateur. L'instigateur. Car il n'était pas un officier comme les autres. Il commandait le corps des léopards, plus de 300 soldats d'élite, rapides, disciplinés, loyaux. Une force qui ne se contente pas de soutenir un coup d'État. Elle le décide. Et maintenant, cette force était sur la table. Sans lui, et sans Philippe Biambi à la tête du Palais national, le complot s'effondre. Avec eux, il devient inévitable. Ils se rencontrèrent donc à nouveau. Cette fois, non pas pour débattre, mais pour exécuter. Chez l'homme qui avait orchestré toute l'opération dans l'ombre, le plan final fut finalisé. Les rôles furent attribués, les cibles furent identifiées, les échéances fixées. Et c'est lui qui l'écrivait. Chaque mouvement cartographié, chaque garnison ayant reçu des ordres. Les lignes de communication planifiées à l'avance. Même les médias ont été pris en compte, car le contrôle ne commence pas par les armes, mais par le récit. Sur le chemin du retour, il fit une halte discrète. Chez un cousin. Une relation au sein de la chaîne de télévision nationale, la TNH. L'instruction était simple mais décisive. Dès réception du signal, mettez tout le matériel en sécurité. Car une fois le coup d'État déclenché, la première bataille ne se déroule pas dans les rues. C'est diffusé. Samedi soir, la relève était terminée. Sa garnison, autrefois neutre, servait désormais de base arrière. Plus de 2000 soldats étaient rassemblés. Briefés, affectés, prêts, Rébus se tint devant eux et leur expliqua la situation, ce qui allait arriver, ce qu'il ferait, comment cela se déroulerait. Aucune confusion, aucune hésitation. Mais ensuite, quelque chose a changé. Lors de la réunion suivante, le ton n'était plus militaire, il était politique. Les officiers ne posaient pas de questions sur la stratégie. Ils posaient des questions sur le pouvoir, les postes, les titres. Qui contrôlerait quoi une fois qu'Avril serait parti? Et c'est alors qu'il a riposté à nouveau. Dur. Pas de politique, pas de fonction gouvernementale, pas de gain personnel. Ils agiraient, mais ils ne gouverneraient pas. Il l'a clairement indiqué, les forces spéciales, Léopard ne deviendraient pas une faction politique de plus au sein d'une armée déjà divisée. La mission était déjà suffisamment périlleuse. L'armée était déjà compromise, divisée par l'idéologie, infiltrée, affaiblie de l'intérieur. Il ne s'agissait pas de pouvoir, il était censé s'agir de contrôle, mais se retrouver dans cette pièce, entouré d'hommes qui se partageaient déjà un gouvernement qui n'existait pas encore. Il était clair que le coup d'État ne visait plus seulement à destituer Prosper Avril. Et pour la première fois, depuis qu'il a rejoint l'intrigue, le colonel sentait que quelque chose clochait. Car s'il se battait déjà pour le pouvoir avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Que se passerait-il ensuite? 48 heures avant le coup d'État, il fit une dernière tentative pour l'empêcher. Ni par la force, ni par la trahison. En confiant le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il a proposé une solution radicale. Il réussirait le coup d'État, mais il ne gouvernerait pas. Il confierait plutôt le pouvoir à Erhard Abraham, l'officier le plus gradé. Un homme au-dessus des factions, un homme légitime. Il assumerait le poids politique, prendrait les décisions et en subirait les conséquences. Pas eux. Et contrairement à ce que la petite histoire affirmera plus tard, Abraham n'a pas refusé. Il était prudent, car quelques jours avant l'opération, le colonel s'est rendu directement chez lui, sans intermédiaire, sans témoin, juste eux deux. Et il a tout exposé, des mois de complot, la pression,
la manipulation, le moment où il a finalement cédé. Même la peur que sa position soit devenue intenable, qu'il soit déjà trop tard pour rester à l'écart. Puis, il formula une dernière demande. Ne pas diriger, ne pas s'emparer du pouvoir, juste pour éviter ce qui allait arriver. Convoquez une réunion, dit-il. Réunissez tous les commandants, révélons toute la vérité, forçons la révélation au grand jour avant que la situation ne dégénère. Car si les factions se parlaient face à face, si les tensions se résolvaient dans une salle de réunion plutôt que dans la rue, peut-être, juste peut-être, l'armée pourrait-elle y survivre. Mais Errar Abraham a immédiatement perçu le risque. Trop soudain, trop suspect. Une réunion comme celle-ci, à ce moment précis, aurait semé l'inquiétude partout. Elle aurait pu déclencher l'explosion même qu'il tentait d'éviter. Il a donc refusé. Pas le coup d'État, juste l'intervention. C'était la dernière sortie. Il ne restait plus qu'un seul chemin. Le colonel se pencha une dernière fois, non pas pour l'arrêter, mais pour la contenir. « Sois prêt », dit-il à Abraham. « Reste chez toi ce week-end. Quoi qu'il arrive, tu prends les choses en main. » Une pause, puis un salut, et la réponse fut simple. Aucun problème. Dès vendredi soir, la machine était déjà en marche. Dernière réunion, dernier briefing. Tous les officiers sont en place. Chaque unité a son rôle bien défini. Le corps Léopard, plus de 300 soldats d'élite, est prêt à intervenir sur ordre. Il parcourut une dernière fois sa garnison. Il vérifia les positions, il confirma les ordres. Il regarda chaque homme dans les yeux, ils le savaient tous. Samedi approchait, et avec elle, une autre fracture dans une armée qui pourrait ne pas survivre à une autre. Car cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'éliminer Prosper Avril. Cette fois, toute la structure sous ses pieds était déjà en train de se fissurer. Vendredi, 18h. L'opération était déjà en cours, et c'est alors que la première fissure est apparue, un simple coup de téléphone. De Philippe Biambi. Il y a un problème. Le colonel Guy François, responsable d'un des éléments les plus cruciaux du plan, se retirait. Pas complètement, mais suffisamment pour tout déstabiliser. Son excuse paraissait insignifiante, presque insignifiante. Les camions à la caserne de Dessalines étaient trop bruyants. S'il les déployait, expliqua-t-il, le bruit pourrait alerter les factions loyalistes avant même que l'opération ne soit pleinement menée. Un seul faux pas, un signal prématuré, et le coup d'État tout entier pourrait s'effondrer avant même d'avoir commencé. Mais il ne s'agissait pas d'un rôle mineur qu'il abandonnait. Il était censé ramener le général Acédius Saint-Louis, un personnage clé du gouvernement de Prosper Avril. Pas l'arrêter, pas le menacer, juste le faire intervenir. Car le plan n'était pas d'éliminer tout le monde, il s'agissait de les convertir. Saint-Louis devait se trouver confronté à une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Un coup d'État consommé, déjà en marche. Un choix sans juste milieu. Rejoignez-nous, ou vous serez détenus. Dans le même temps, François était également chargé du déploiement de troupes au domicile d'Avril. Une hésitation, une pièce manquante, un officier qui recule et des mois de préparation basculent dans le chaos. Mais au lieu de s'arrêter, le colonel s'est adapté, immédiatement. Pas de problème, a-t-il dit, et à cet instant précis, il a absorbé le risque de toute l'opération. Il a pris la place de François. Il a redistribué les responsabilités. Il a ajusté le calendrier. Il a réorienté le plan en temps réel. Il n'était plus seulement l'architecte. Il menait lui-même plusieurs opérations sur plusieurs fronts. L'objectif a changé. Prosper Avril ne serait plus emmené dans un lieu neutre ou partagé. Il serait directement conduit à la caserne du corps des Léopards, sous son contrôle. Ce simple changement a concentré le pouvoir et le danger en un seul lieu. L'opération s'est ensuite déplacée. Aucune alarme, aucune résistance. Il est allé directement chez Avril. Il a été arrêté. Il a destitué le président en exercice d'Haïti sans éveiller les soupçons. Car à ce même moment précis, l'illusion persistait. Sur le réseau radio de l'armée, des messages codés circulaient. Les unités prenaient contact, les positions étaient mises à jour. Les mouvements se synchronisaient. Et par ce même système, involontairement, le général Arcide Saint-Louis écoutait sans vraiment savoir de quoi il en était.
mais suffisamment pour savoir que quelque chose se passait. Il a donc appelé, directement. Que se passe-t-il? Un seul mot de travers et tout bascule. Un seul faux pas, et le coup d'État est dévoilé en pleine exécution. Mais la réponse fut instantanée, contrôlée, décontractée, propre. Exercice d'entraînement, nouvelle recrue, exercice de communication. Rien d'inhabituel. Et Saint-Louis l'accepta. Pas d'alarme, pas de contre-ordre, pas de mobilisation. Ce qui signifiait, à ce moment précis, le gouvernement ignorait encore que le pays était déjà en train de s'effondrer. Même Prosper Avril lui-même n'a reçu aucun avertissement, aucun signal, aucun renseignement de dernière minute. Et le système qui l'entourait continuait de faire comme si de rien n'était. Mais au sein de l'opération, la tension montait. Pour s'assurer de l'arrestation de Prosper Avril, le colonel Rébu appela l'un de ses officiers sur place. Tout allait bien, a-t-il dit. Aucune résistance, aucune complication. Mais ensuite vint l'hésitation, une préoccupation. Pas à propos de sa propre position, cela ne concerne pas le plan. À propos de la maison d'Avril, parce que quelque chose clochait. Et dans un coup d'État de ce genre, une simple incohérence suffit à tout gâcher. Il était déjà en état d'arrestation, mais pourtant, la situation a failli dégénérer. Une conversation, une hésitation, une relation qui n'aurait pas dû avoir d'importance, mais qui en a soudainement eu. Alors le colonel envoya l'un de ses officiers de confiance vérifier. Lorsque le sergent Joisil est arrivé chez Prosper Avril, il n'a pas trouvé le contrôle. Il a trouvé l'incertitude. Le colonel Lionel Claude, choisi avec soin, digne de confiance, envoyé personnellement pour procéder à l'arrestation, ne bougeait pas. Il se disputait. Face à face avec l'homme qu'il était censé arrêter, il hésitait. C'était quelqu'un qu'il connaissait. Quelqu'un lié à sa famille, à son passé, à sa loyauté. Le colonel Lionel Claude était le fils du renommé colonel breton Claude. Celui-ci était de la même promotion que Prosper Avril. Ils se connaissaient très bien, et Prosper Avril l'a immédiatement compris et a su exploiter cet avantage. Pas d'armes, pas de résistance, de simples mots, faire appel à l'histoire, aux liens qui nous unissent, à la confiance, retarder le moment suffisamment longtemps, et peut-être que toute l'opération se fissurera de l'intérieur. Car les coups d'État n'échouent pas quand les balles fusent. Ils échouent lorsque les ordres hésitent. Les secondes s'étirent, l'atmosphère se tend. La mission est au point mort. Et ailleurs, toute l'opération continue de se dérouler, inconsciente du fait que son moment le plus critique ne tient qu'à un fil. Puis l'interruption. Le deuxième officier, le sergent Joisil, intervient. Aucune négociation, aucun historique, aucune hésitation. Vous êtes en état d'arrestation. Propre, direct, final. Le sort est rompu, la commande revient en place. Et voilà, le président d'Haïti ne négocie plus. Il est en train d'être transféré. Rapide. Mais quelque chose d'autre a changé à ce moment-là. Car ce qui était censé être une extraction précise et contrôlée tourne au désastre. La commande initiale était simple. Prenez Avril, uniquement Avril, pas de spectacle, pas d'escalade, pas de gestes inutiles. Respectez la structure, maintenez la discipline. Même des excuses avaient été préparées pour sa femme. Une explication officielle. Un geste pour préserver l'ordre, même en pleine crise. Mais à l'intérieur de cette pièce, les officiers prennent une décision. Imprévue, non approuvée. Ils prennent tout le monde, sa femme, les personnes à l'intérieur de la maison, toute personne présente. Car ce qu'ils ont vu, ce n'était pas de la conformité. C'était de la résistance, une résistance silencieuse, subtile et dangereuse. Et dans un moment comme celui-là, la discipline cède la place à l'instinct. Contrôler l'environnement, éliminer les variables, déplacer tout le monde. Quand il en est informé, c'est déjà fait. Une déviation. Un détail sur le papier, certes, mais dans des opérations comme celle-ci, les moindres écarts ont des répercussions importantes. Car chaque changement augmente le risque. Chaque décision imprévue introduit de l'incertitude. Et pourtant, la vérité plus profonde demeure intacte. Prosper Avril n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Il n'était même pas réveillé. Il a fallu le réveiller
pour lui annoncer qu'il n'était plus au pouvoir. Aucune alarme n'a été déclenchée. Aucune unité loyaliste n'a été mobilisée. Pas de défense de dernière minute. Ce qui soulève la question qui plane en arrière-plan de tout ce qui vient de se passer. Comment un président en exercice peut-il être destitué de sa propre maison sans le moindre avertissement? Car des opérations de ce genre ne réussissent pas grâce à la seule planification. Ils réussissent grâce à l'accès. Sur le silence. Sur des éléments qui n'apparaissent pas dans la version officielle. Et même maintenant, il y a des aspects de cette nuit-là que Rébu refuse d'expliquer. Parce que certaines des personnes impliquées sont encore en vie. Et ce qui leur a vraiment permis d'entrer dans cette maison, c'est peut-être ce détail qui a tout changé. À 1h du matin, le président était déjà en détention. Et bizarrement, c'était la partie la plus facile. 250 soldats d'élite du corps Léopard progressaient désormais dans la ville sous le commandement de Prosper Avril. Pas d'exécution, pas de chaos, pas d'effusion de sang. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la caserne Dessalines, le plan commença à s'effondrer en temps réel. Il s'avança, s'attendant à une coordination. Au lieu de cela, la confusion. En arrivant, le colonel Rébu a demandé pour le général Acédius Saint-Louis. Silence. Puis, la réalisation l'a frappé. Le colonel Guy François, le même officier qui avait déjà reculé une fois, n'avait rien fait. L'homme chargé de récupérer l'une des personnes les plus importantes de toute l'opération venait de laisser sa tâche inachevée. Et maintenant, en plein coup d'État, il devait improviser. Des ordres ont été criés. Un sergent s'est précipité, une section a été improvisée sur place et envoyée dans la nuit pour capturer un homme qui aurait dû être maîtrisé depuis des heures. Ce retard a tout changé, parce que le général Saint-Louis n'était pas un officier comme les autres. Ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Avril, il était un homme important du pouvoir. L'homme qui pourrait légitimer la transition ou la faire capoter complètement. Et maintenant, au lieu d'être amené calmement dans une situation contrôlée, il était traqué. Quand ils l'ont rejoint, ça ne s'est pas passé sans heurts. Il a refusé, ferme, immédiate, inflexible. Et à ce moment précis, l'opération a franchi une limite qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Forcé, non prévu, non autorisé, il a été battu, secoué, contraint à obéir. Et voilà, l'opération qui semblait propre ne l'était plus. Car il ne s'agissait pas simplement d'une erreur tactique, c'était personnel. Acédius Saint-Louis n'était pas un officier comme les autres. Il était profondément lié à l'unité même qui a exécuté le coup d'État. Il avait créé le corps des Léopards. Et maintenant, ce sont les hommes de cette unité qui l'amenaient de force. Cette fracture n'était pas encore visible. Mais elle était là. Et cela aurait de l'importance. Parallèlement, au sein de l'opération, une autre vérité devenait impossible à ignorer. Guy François n'avait pas seulement échoué. Il s'était positionné. Soigneusement. Délibérément. Suffisamment impliqué pour en tirer profit en cas de succès du coup d'État, assez détaché pour survivre en cas d'échec. Aucune empreinte digitale, aucune action décisive, aucun risque pris. Alors que tous les autres s'engageaient, il restait en retrait. Et ce déséquilibre se répercutait désormais sur l'ensemble de l'opération. Car les coups d'État ne dépendent pas uniquement de la force. Ils dépendent de la synchronisation. Et la synchronisation se rompait. Néanmoins, le plan a progressé. Car à ce stade, s'arrêter n'était plus une option. Ils avaient le président. Ils avaient le ministre de l'Intérieur. Désormais, ils avaient besoin de contrôler. La prochaine étape, le palais national. Toutes les unités convergeraient. Les positions étaient déjà attribuées à l'avance, comme les pièces sur un échiquier. À droite, la garnison du palais national sous Philippe Biambi. Au centre, le corps des Léopards. À gauche, les troupes de la caserne Dessalines sous les ordres de Guy François. 3 forces, une formation. Mais un problème se cachait à l'intérieur de cette structure. Ces unités ne se faisaient pas confiance, ni politiquement, ni personnellement, ni historiquement. Et maintenant, ils allaient se tenir côte à côte. Armés, tendus, et conscients que le pouvoir était encore en jeu. Car même si Prosper Avril a été retiré, rien n'a été réglé. Pas de contrôle, pas du leadership, pas la loyauté,
Et tandis que ces trois forces s'apprêtaient à converger vers le palais national, le véritable danger n'était plus à l'extérieur. C'était à l'intérieur même de la formation. 3 heures du matin. Le président est maîtrisé, le ministre est en détention. L'opération est toujours en cours. Lorsque le colonel Rébu pénétra l'enceinte du palais national avec un détachement de 10 soldats, il s'attendait à un accord, à une coordination finale, à la dernière étape avant le contrôle total. Arrivé au bureau du lieutenant-général Philippe Biambi, commandant du palais national, il lui dit « Il y a un problème. Biambi refuse de laisser les troupes de la caserne Dessalines entrer dans l'enceinte du palais. Et là que le coup allait totalement échouer, car le plan reposait sur une seule chose, l'unité. 3 forces. Une démonstration de puissance. Côté droit, la garnison du palais. Centre, le corps Léopard. Côté gauche, les troupes de Dessalines. Une démonstration de contrôle total, militaire, politique, symbolique. Et à 8 heures, Erard Abraham s'avancerait et officialiserait la chose. Mais aujourd'hui, un tiers de ses effectifs est bloqué. Et ce n'est pas un petit ajustement, c'est une fracture fatale. Au premier abord, cela n'a pas de sens, car Philippe Biambi ne résiste pas au coup d'État. Il a participé à sa planification, il les a invités à entrer. Il se trouve à l'intérieur du palais avec eux, à 3 heures du matin. Alors, pourquoi bloquer la dernière étape? Puis, la vérité éclate. Il ne l'a jamais dit à ses propres hommes. Sur les 300 soldats sous son commandement, seuls 30 étaient au courant. 30. Cela signifie que 90% de la garnison du palais ignore totalement que leur président vient d'être arrêté et qu'une nouvelle structure de pouvoir va leur être imposée avant l'aube. Et maintenant, tout à coup, des troupes armées de la caserne Dessalines, des unités dont ils se méfient déjà, sont censées marcher sur le terrain du palais, sans prévenir, sans explication, sans loyauté. Ce n'est pas une démonstration de force. C'est un élément déclencheur. Car du point de vue de ces soldats mal informés, il ne s'agit pas d'une opération coordonnée. C'est une invasion. Et Philippe Biambi le sait. S'il ouvre ses portes, il risque pire qu'un coup d'État raté. Il risque un affrontement armé interne au sein du palais national. Des soldats qui se retournent contre d'autres soldats. Des unités s'affrontent dans l'obscurité, désorientées, armées et totalement désynchronisées. Alors il arrête, et cette hésitation change tout, car l'opération est désormais scindée. Forces extérieures, forces intérieures, pas de commande unifiée, aucune présence synchronisée, aucune démonstration de contrôle écrasante. Et sans cela, le pouvoir redevient négociable. Pendant ce temps, Erard Abraham est déjà à l'intérieur du palais, en attente. L'homme choisi pour tout légitimer. L'homme qui était censé se présenter dans quelques heures et officialiser la chose. Il est en position. Le président est détenu, le ministre est capturé. Le plan est achevé à 90%. Et pourtant, ça ne marche pas. Non pas à cause de la résistance, non pas par loyauté envers Prosper Avril, mais parce que le seul endroit qui devait être totalement contrôlé n'a jamais été parfaitement aligné. Aucune communication, aucune préparation, aucun soutien de la part des soldats même qui gardent le siège du pouvoir. Et lors d'un coup d'État, si le centre ne tient pas, rien d'autre ne compte. Car désormais, au lieu d'une transition de pouvoir sans heurts, ils se trouvent à l'intérieur d'un palais rempli de soldats qui ignorent de même qu'un coup d'État est en cours. Armés, confus. 4 heures du matin. Le coup d'État est techniquement réussi. Le président est en détention. Le ministre est en sécurité. Son successeur, Erard Abraham, est déjà au palais national. Et pourtant, tout est en train de déraper. Non pas à cause d'une ingérence étrangère, non pas à cause de la CIA, non pas à cause de l'ambassade américaine comme les rumeurs disaient. À cause de la mésentente entre Rébu et Biambi au sein du palais national, la phase suivante pensait à être enclenchée. Des hélicoptères déployés, des commandants régionaux acheminés par avion, toute la chaîne de commandement réunie avant le lever du soleil. À 8 heures du matin, l'image serait indéniable, contrôle total. Mais maintenant, ils se disputent. Le colonel Rébu, déçu par l'impasse, le dit donc clairement. « Si nous continuons sur cette voie, nous allons tous mourir.
Ce n'est pas une métaphore, car l'opération est désormais exposée, pas publiquement, pas encore, mais en interne. Direction fragmentée, décisions contradictoires, unité désynchronisée. Nous sommes encore à 5 heures du matin, tout le pays va se réveiller. À l'intérieur du palais national, les officiers comploteurs peinaient à trouver une entente. Pour avoir tout joué, le colonel Rébu risquait gros et il le savait. Mais qu'est-ce qui allait se passer? La conclusion de l'histoire dans la deuxième partie de cette vidéo.